Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Kilalo Press TV, bonjour et bienvenue à suivre l'émission Une journée, un expert. Pour ce premier numéro, nous recevons Monsieur Guy Kajemba, avec qui nous allons parler de la journée internationale des zones humides, à qui je souhaite directement bienvenue et bonjour Monsieur Guy. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Guy Kajemba, je suis coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové. Et voilà, nous travaillons sur les questions de climat, de changement climatique et de forêt, et des droits des communautés et des peuples autochtones par rapport à tout ce qu'il y a comme effort à fournir pour préserver le climat. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelles sont les menaces qui pèsent sur les zones humides en République démocratique du Congo. Les zones humides ne présentent pas suffisamment de menaces parce que le Congo a suffisamment d'eau. Mais ce sont des menaces futures par rapport à tout ce qu'il y a comme exploitation, comme exploitation anarchique, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, on n'a pas une programmation géographique, on n'a pas une cartographie réelle des espaces qu'il faut sécuriser, ce qui fait que ces zones ne sont pas très bien cartographiées pour être bien sécurisées. Alors les menaces que peuvent poser, c'est évidemment parce que ça participe au maintien des inondations. C'est parce qu'il y a des zones humides stables qu'il n'y a pas d'inondation, et quand ces eaux quittent leur lit, sont drainées, ils augmentent un peu le débit des rivières et ça pose des problèmes des inondations aussi ensuite. Dis-nous un peu comment est-ce que les activités humaines affectent les zones humides? Les activités affectent les zones humides quand on ne respecte pas, comme je disais encore une fois, l'urbanisation, quand on fait la pression dans ces espaces-là marécageuses ou dans les espaces où il y a des eaux qui stagnent. Et ça pose problème quand on est en train de chercher des espaces. Il y a toute l'agriculture, il y a des gens qui vont chercher à faire des cultures de riz, des cultures dans ces endroits-là. Et ça pose un problème quand on commence à drainer ces eaux-là pour avoir de l'espace. Voilà. On voit parfois dans des provinces, il y a les gens qui sont en train de chercher de l'espace en voulant attaquer les zones humides. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on établit les responsabilités? Oui, dans ces espaces de zones humides, on n'a pas de pression démographique en fait. Il y a beaucoup plus les espaces où il y a peut-être les industriels, il y a des exploitants industriels ou l'agriculture, parce que vous savez que c'est le plus grand moteur de la déforestation. Et que donc, ce sont ces activités qui menacent un peu ces zones-là. Et la stabilité incombe, c'est partagé, hein? C'est-à-dire que les communautés, nous, on fait un travail pour sensibiliser, pour mobiliser les communautés, pour qu'ils puissent comprendre qu'on peut faire l'agriculture autrement, qu'on peut... voilà, donc si ce travail est bien fait, si les communautés sont sensibilisées, mobilisées pour faire l'agriculture autrement, c'est-à-dire avoir des ressources, et il y a tout ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à prendre une décision qui ne permettent pas de travailler à perte. C'est-à-dire qu'ils disent que si je ne travaille pas, si je ne fais pas mon agriculture dans un espace, souvent on a toujours l'impression que quand les eaux descendent, c'est les terres qui sont les plus fertiles. Or, il y a moyen pour ces communautés-là de faire l'agriculture ailleurs. Et là, il faut les accompagner, il faut des ressources, et il faut des alternatives parce qu'il y a un moment de tampon, il y a un vide où ils doivent encore s'adapter. Et là, c'est tout un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, on peut estimer qu'il y a de ces zones humides qui sont en voie de disparition? Comme je disais, non. L'envoi de disparition, non. Mais disparition future, oui. Si les activités anthropiques continuent, ça peut poser un problème. Et aussi, il faut savoir que ces zones humides-là regorgent ce qu'on appelle les tourbières. Les tourbières, c'est une réserve importante pour le maintien de la biodiversité parce que séquestrent plus de carbone que les autres écosystèmes. Et que donc, si on commence déjà à déranger ces tourbières-là, en cherchant à drainer de l'eau pour avoir de l'espace, ça peut poser un problème, un problème sérieux par rapport aux émissions à gaz à effet de serre. Et que donc, c'est tout un encadrement, une prise de conscience pour que nous puissions continuer. Comme je disais, nous avons suffisamment de zones humides. Elles sont naturelles et la plupart sont
disons, impénétrables, hein, parce que c'est difficile par moment d'entrer dans ces espaces-là, certains espaces. Et donc, voilà un peu comment. Quel est l'impact économique de ces zones humides sur la vie des communautés? Oui, l'impact, c'est-à-dire que d'abord, hein, il y a toute la biodiversité qui est dedans, c'est-à-dire qu'il y a des poissons, il y a beaucoup, donc il y a beaucoup de espèces qui servent aux humains, qui sont dans ces zones humides et qui sont exploitées par saison. Et les peuples qui vivent là-bas sont suffisamment éduqués. Vous allez voir qu'ils connaissent les moments où ils doivent exploiter, ils doivent entrer dans ces zones-là pour chercher les poissons, pour faire donc il y a beaucoup une interaction humaine entre ces eaux et ils vivent côte à côte. Et voilà donc. Et selon vous, peut-être pour ne pas prendre beaucoup de temps, comment sensibiliser davantage la population à l'importance de ces zones humides, particulièrement ici à Kinshasa et dans d'autres provinces? Oui, la sensibilisation doit être faite. Le problème qui se pose dans notre pays, c'est qu'on le fait spontanément. Ça doit être quelque chose qui doit être ancré dans l'éducation civique environnementale des communautés. Et que ça, il y a beaucoup de choses à apprendre des communautés. C'est pas nous, les experts, qui allons. Ils vivent déjà avec ces zones humides et ils savent, ils maîtrisent bien leurs espaces que beaucoup d'experts. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'apprendre d'eux aussi comment est-ce qu'ils font pour préserver ces zones humides. Et un peu, parce que beaucoup de gens comprennent quand on parle des zones humides, quel rôle jouent les zones humides dans la lutte contre les effets néfastes liés au changement climatique? C'est tout ce qu'il y a comme équilibre. Et c'est pourquoi on vous dit aujourd'hui que la RDC, c'est le pays le plus. La première réserve mondiale de carbone avec ses forêts. C'est lié à tout ça parce que c'est un écosystème. Il y a la pluie, il y a les eaux, il y a la forêt. Et tout ça est ensemble. Et que donc, pour s'assurer qu'on séquestre carbone, que ce soit dans les tourbières, que ce soit dans les forêts, il faut s'assurer aussi que ces zones humides sont sécurisées. Que ces zones sont sécurisées pour qu'ils puissent jouer leur rôle écosystémique par rapport au cycle des eaux, comme on dit là. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres opportunités économiques offertes par la préservation des zones humides en RDC? Je crois que les tourbières, on n'a pas encore bien valorisé ou travaillé sur cette question-là des tourbières, mais ces tourbières ont une valeur énorme par rapport à l'équilibre climatique au niveau mondial. Et que donc, ils peuvent être mis à contribution dès lors qu'on a une idée sur la quantité de CO2 que ces tourbières séquestrent, mise à contribution pour essayer un peu de faire le recouvrement au niveau international pour que les communautés puissent avoir des revenus liés aux efforts qu'ils font pour préserver ces zones humides-là. Oh, mais c'est qui, je ne sais pas, y a-t-il en RDC des sites emblématiques des zones humides que l'on peut protéger ou qui sont protégés par le gouvernement actuellement? Il y a le site Ramsar, il y a d'autres. Ramsar? Ramsar, Okay. du côté de l'Équateur. Et il y a d'autres. Hein. Pratiquement toute la forêt disons, toute la partie du bassin du Congo est pleine de zones humides. Là où il y a les forêts, on trouve toujours des eaux partout. Donc, c'est vraiment, je pense que une grande partie de la forêt est occupée par ces eaux-là. Évidemment, il y a des montées, des descentes, mais il y a des endroits où les eaux sont en permanence et qui ne bougent pas. Est-ce qu'il y a-t-il des initiatives au niveau de la société civile qui essayent de travailler sur ces zones humides? C'est un package. Hein. Vous savez qu'on ne voit pas seulement les zones humides, on voit la préservation des forêts avec tout ce qu'il y a comme dedans. Il y a la biodiversité, donc ça c'est lié. Vous n'avez pas de zones humides. Dans les zones humides, il y a des espèces qui vivent dedans, il y a des communautés qui dépendent de ça. Et donc, c'est un lien que nous mettons ensemble pour demander qu'il y ait une gestion rationnelle des zones humides, des forêts et tout cela. En marge de cette journée internationale de zones humides, quel est le message que vous adressez à tous les internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment? Bon, la campagne en 2024 met la lumière sur l'urgence avec laquelle nous devons agir pour préserver et restaurer les écosystèmes riches en biodiversité qui sous-tendent notre bien-être humain. En 2024, c'est ça le message en marge de cette journée-là, et nous demandons que tout le monde se puisse investir pour que nous puissions agir pour préserver la biodiversité, restaurer les écosystèmes,
pour que la vie puisse continuer en harmonie. Merci beaucoup, Monsieur Guy Kajemba. On comprend tous que tout le monde doit se mobiliser pour agir en faveur de zones humides. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'était l'émission Une journée, un expert, une émission qui donne la place aux experts afin de décortiquer certaines thèmes, certaines questions liées aux aspects environnementaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous rappelle de vous abonner, liker et surtout partager parce que la lutte ou la préservation de l'environnement, c'est un dossier qui concerne tout le monde. Monsieur Guy Kajemba, je vous remercie de nous avoir donné cette occasion de s'entretenir avec vous. Merci beaucoup aussi. Pour moi, je vous dis merci à Idi qui nous a réalisé cette émission. Au plaisir de nous revoir. Bye bye.